Bonjour à tous, merci à tous ceux qui sont en présentiel dans cet événement et aussi ceux qui nous suivent en live sur LinkedIn. Le thème d'aujourd'hui, c'est le bridge, cette forme de financement. En fait, on nous a toujours dit en tant qu'entrepreneur, pour lever des fonds, il faut être au meilleur de sa forme, il faut presque ne pas avoir besoin d'argent. Pourquoi ? Parce qu'on finance une nouvelle fonctionnalité, on va financer quelque chose, des recrues qui vont nous permettre d'avoir un effet levier pour créer encore plus de revenus. C'est vrai, c'est vrai. Et pour autant, ça arrive souvent en fait qu'on ait besoin de lever des fonds avant ça. On a besoin de financer sa start-up, même en dehors de ces clous-là. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un bridge. Et donc, pour ceci, nous avons tout un panel qui va pouvoir répondre à toutes nos questions sur ce que c'est le bridge. Donc, c'est un plaisir pour moi d'animer cette double communauté aujourd'hui. L'idée, ça va être d'avoir les secrets, retours d'expérience et croiser les points de vue pour réussir au mieux votre bridge et éviter les pièges. Voilà. Et donc, avec moi, c'est Oriane de l'incubateur HEC Paris. Donc, à l'incubateur HEC Paris, on accompagne les startups qui sont en début de phase de commercialisation. L'idée, c'est qu'on va essayer de solliciter tout l'écosystème HEC pour répondre aux besoins des entrepreneurs, donc les alumni, les profs, les étudiants. Et voilà. Et donc, on organise souvent des webinaires et des workshops sur des thématiques très variées, sales, produits, finance et recrutement. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous sommes dans un workshop à la fois en live et en présentiel. Et aujourd'hui, je suis avec Ruben, qui va poser les questions avec moi aujourd'hui. Bonjour à tous et merci beaucoup Oriane. Moi je suis créateur de contenu sur LinkedIn et entrepreneur et aujourd'hui j'assisterai donc Oriane sur le live LinkedIn qui est en cours sur mon profil. Bonjour à tous déjà et merci d'être présents et je vais laisser la parole maintenant pour se présenter aux autres personnes. Yes. Je vais faire juste avant qu'on commence, je vais pouvoir vous dire que surtout donc cet événement il est interactif, donc n'hésitez pas à lever la main dès que vous avez une question et on va vous poser la parole. Et ainsi en live aussi, si vous avez une question, mettez-la en commentaire. Vous pouvez commencer par nous dire d'où est-ce que vous venez, qui vous êtes, d'où est-ce que vous nous écoutez aujourd'hui. C'est toujours sympa. En général, on a des personnes qui viennent de Martinique, de Guadeloupe. Ça fait un petit peu rêver, mais même si vous venez de Belgique, n'hésitez pas à nous le dire. Donc avec nous j'aime beaucoup la Belgique, je tiens à le préciser. Donc avec nous avons Irina, Adrien et Valentine, donc merci beaucoup. Donc Irina a créé le département fusion et acquisition et private equity de l'Excellence, un cabinet d'avocats avec qui nous faisons pas mal de webinars d'ailleurs sur beaucoup de problématiques et qui va défendre les intérêts en gros des fondateurs et des dirigeants sur tout un tas de sujets, la levée de fonds, les contrats, la croissance externe ou encore les opérations d'intéressement entre salariés et dirigeants. Donc Irina, si tu souhaites dire 2 mots pour te présenter. Bien sûr, merci beaucoup Oriane. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui. Je suis ravie d'être là pour parler justement du bridge, un sujet que je pratique depuis la crise du Covid de plus en plus. Okay. C'est vrai qu'on a vu le nombre de bridges vraiment exploser ces dernières années et je pense que ce n'est pas fini. D'accord, ok. Merci. Adrien, donc nous avons aussi Adrien Chaltiel, donc CEO d'Eldorado. Avec Adrien, on se connaît depuis 2017, depuis le tout début de mon début dans la vie des entrepreneurs pour moi, puisqu'il accompagne les startups dans leur recherche de financement au sein d'Eldorado depuis 2017, mais pas seulement. Adrien est aussi un multi-entrepreneur qui, ayant vendu ses boîtes et accompagné des projets en tant que mentor chez Ticket for Change ou encore la Blue. Ces expériences, vous vous en doutez, font d'Adrien l'homme parfait pour faire un retour pratique du point de vue de l'entrepreneur avec toute la diversité de situations que vous pouvez imaginer.
Voilà. Donc Adrien, si tu souhaites compléter cette présentation. Déjà, merci. Ça fait un espèce de CV ultra complet. Mais non, je suis très, très content d'être ici à Station F. En plus, nous, on a nos bureaux à Station F. Donc, je suis doublement content parce que j'ai eu qu'1 minute pour venir à cette conférence. Mais avec plaisir pour échanger sur le bridge aujourd'hui. Et merci pour l'invitation. Merci à toi. Et Valentine, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de Valentine à l'occasion de l'organisation de cet événement. Valentine a investi en Précide et je suis super contente qu'on ait le point d'un investisseur aujourd'hui pour comprendre quelles sont les attentes et les motivations d'un investisseur lors d'un bridge. Et donc Valentine a un focus SaaS FinTech et également nouvellement Senior Advisor chez Motive Ventures, le family office en charge des investissements des startups tech réalisés par les Moulins Ouzé, donc le groupe qui est propriétaire des Galeries Lafayette. Merci Valentine pour ta présence aujourd'hui. Veux-tu dire un mot pour démarrer ? Merci beaucoup et je suis ravie d'être là aussi pour parler de ce sujet. Donc en effet, moi j'investis surtout en Précide, donc au tout début de l'aventure, mais il arrive assez souvent en effet que certaines sociétés aient besoin de faire un bridge, et donc je suis ravie de pouvoir parler de ce sujet. Super, merci. Parce que justement, en effet donc n'hésitez pas surtout à nous témoigner de votre situation ici en live, parce que du coup j'ai pu échanger avec des personnes dans la salle qui me disaient, moi je commence, et en fait, dès le début, j'ai besoin d'argent, en fait. Et du coup, comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Et donc, j'espère qu'on va réussir à répondre à cette question. Et si jamais, vous reposez la question, soit dans le chat, soit en direct. Donc, merci à tous. Donc, grâce à Irina, Valentine et Adrien aujourd'hui, on va pouvoir mettre aujourd'hui un gros coup de projecteur à la fois sur les enjeux juridiques, stratégiques et financiers d'un bridge. Donc, tout d'abord, une clarification. Irina, un bridge, si ce n'est pas une levée de fonds, qu'est-ce que c'est ? Alors, très bonne question. Donc, un bridge est tout d'abord un bridge est un outil de financement qui a pour objectif de répondre à un besoin ponctuel, mais très urgent de financement d'une société. Donc, grosso modo, ça arrive vraiment, c'est une sorte de passerelle. On appelle nous ça une passerelle entre deux levées de fonds, entre deux opérations qui ont pour objectif donc de financer la société. Il faut savoir, lorsqu'on veut faire un bridge, il faut savoir qu'il existe deux grandes catégories de bridge. D'un côté, on a le bridge non dilutif, donc ce qu'on appelle en pratique le bridge loan, qui correspond généralement à des prêts, à des subventions, des aides d'État, ça correspond vraiment à des prêts BPI. Et d'un autre côté, on a le bridge dilutif, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, et en pratique, on parle d'equity bridge. Un equity bridge, qu'est-ce que c'est ? Ça fonctionne un petit peu comme une levée de fonds, mais qui se passe sur la base d'une valorisation du tour précédent ou encore sur la base d'une valorisation des côtés de la société. Donc concrètement, un entrepreneur qui veut lancer son bridge, qu'est-ce qu'il va faire exactement ? Il va aller voir ses investisseurs et il va leur dire « Salut les gars, c'est les soldes, discount 2, 5, 10, 15% sur la valo, profitez-en ». Moi, c'est ce que je vois autour de moi quand j'ai des entrepreneurs qui viennent me voir pour que je les aide à faire leur bridge. Donc, concrètement, je disais, ça fonctionne un peu comme une levée de fonds. C'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que l'entrepreneur... Donc, grosso modo, l'investisseur vient avec son cash et en contrepartie de l'investissement qu'il apporte, il va recevoir de l'equity, c'est-à-dire un pourcentage du capital de la société. Et il faut savoir que cet equity, il va pouvoir l'obtenir sous plusieurs formes. Donc tout d'abord, on a les bridges sous forme de BSAR. C'est particulièrement adapté pour les sociétés qui sont en early stage et pour les opérations de faible montant. On a aussi des bridges en obligations convertibles en actions. C'est très adapté pour les opérations plus importantes ou encore lorsqu'on a des fonds d'investissement qui investissent. Je vois aussi très souvent des bridges en cabinet sous forme de concourants d'associés. Cela arrive surtout lorsqu'on a au capital des actionnaires qui disposent de fonds propres suffisants et qui souhaitent réinvestir dans leur société. Ça fonctionne un petit peu comme un prêt à la société, mais qui est fait cette fois-ci non pas par une banque, mais par l'actionnaire lui-même. Et évidemment, pour conclure, donc on a aussi bien sûr les bridges en actions. On peut avoir des actions ordinaires ou encore des actions de préférence. Et surtout, ce qu'il faudrait savoir, c'est que tous ces différents outils d'investissement, on peut les combiner ensemble à l'occasion d'une même opération. Super. Donc, pour conclure, en tant qu'entrepreneur, il ne faut surtout pas avoir peur de faire son bridge.
Ok. Au contraire. Mais tout l'enjeu, je dirais, lorsqu'on est entrepreneur, c'est ce que je dis à chaque fois, en fait, lorsque j'accompagne des entrepreneurs à l'occasion d'un bridge, c'est vraiment tout l'enjeu, c'est vraiment de bien négocier ses intérêts. Ok. Ce qui n'est pas toujours facile, puisque un entrepreneur qui a besoin de faire un bridge, il a besoin du cash. Donc, il est en position de demande et non pas en position de force. Donc, l'essentiel est de bien négocier son bridge. Et pour ça, il faut savoir de bien se faire aussi accompagner. Ok, super. Merci, Irina. Adrien, quelles sont les différentes raisons qui font qu'un entrepreneur a recours à un bridge, selon ta propre expérience, mais aussi ce que tu vois de manière générale? Alors, il n'y en a pas 36. Oui. Je vais tout de suite dire le besoin principal, c'est le besoin de cash, c'est le nerf de la guerre. Et tu disais qu'il y avait des entrepreneurs qui te posaient déjà des questions sur le financement. Bon, nous, Eldorado, on essaie de résoudre cette problématique-là, de démystifier de cette jungle du financement qui existe. Et c'est vrai que le besoin de cash est la première raison pour laquelle un entrepreneur ou une entrepreneur doit faire un bridge. Et donc un parterre de solutions, comme l'a dit Irina, tout ce qui est en fait lié à l'argent doit être anticipé. C'est vraiment la principale compétence qui est importante pour un entrepreneur ou une entrepreneur dans le démarrage de son projet avec le financement, c'est l'anticipation. Donc en fait, quand on démarre un projet, on évalue son besoin de financement et on se dit, pour développer mon entreprise, je vais aller avoir besoin la première année de temps, la deuxième année de temps. Généralement, le besoin de financement, il évolue à mesure de la croissance de l'entreprise. Alors la croissance, si elle croît très vite, on va avoir aussi besoin d'argent pour financer cette croissance. Aussi la croissance, par exemple, de la R&D, de l'innovation, des coûts de structure, ça peut être un sujet de cash. Et un des sujets, c'est aussi la lenteur dans laquelle l'entreprise va arriver à trouver son modèle et son marché. Et du coup, tester plusieurs business models, essayer de faire différentes choses, de tester. Et souvent, le cash, lui, se dépense. Je dis souvent à des entrepreneurs, vous voyez des levées de fonds dans tous les sens, 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, 5 millions d'euros. Ça se dépense très vite. L'argent, ça se dépense plus vite que ça ne rentre. Tout le monde, je pense, le sait. Et du coup, on peut épuiser ce cash. Et on arrive à un moment un peu frustrant parfois chez les entrepreneurs, c'est-à-dire on est vraiment à deux doigts de trouver un bel axe de développement, ou alors on a déjà développé tout ça pendant 2 ou 3 ans, mais là on a vraiment besoin de continuer à renforcer les indicateurs de performance ou à continuer de tester, et on va pas tout de suite faire une levée de fonds parce qu'on peut pas, on n'a pas tout de suite les chiffres pour aller vers une levée de fonds importante. Donc on va faire ce bridge ou cette passerelle en français qui permet de donner une respiration de cash aux entrepreneurs. Donc c'est la raison principale. Il n'y a pas d'autres raisons. Dans 95% des cas, parfois ça peut être pour faire rentrer un nouvel investisseur dans le cadre d'un bridge, mais la raison principale, c'est quand même le besoin de cash à l'origine. Et puis du coup, les entrepreneurs, quand ils anticipent bien leurs besoins de financement, on peut aussi anticiper si on a encore besoin de 6 mois, ou alors si on est à court de cash pendant ces 2 mois-là, comment on peut faire un bridge dans les meilleures conditions pour continuer l'aventure avec les investisseurs historiques, ou de faire rentrer au passage de nouveaux investisseurs. Ok, c'est super ce que tu me dis là, parce qu'en fait, c'est en lien direct avec la discussion qu'on avait eue avec Valentine, qui m'expliquait qu'en fait, justement, les bridges étaient souvent, parfois décidés avec les investisseurs en place. Et donc, tu expliquais que les bridges avec lesquels tu avais participé, ils avaient été anticipés avec les entrepreneurs, avec finalement la simple obsession, c'est faire en sorte que la boîte elle fonctionne, quoi. Et donc, je voulais avoir ton retour là-dessus, Valentine, et aussi quel est le rôle et l'intérêt des investisseurs qui prennent part à un bridge de manière plus générale. En effet, en tout cas, souvent, le cas du bridge, en effet, vous êtes investisseur d'une société et on se rend compte exactement, comme disait Adrien, que pour aller vers une nouvelle levée de fonds, donc votre tour d'après, ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Et donc, les investisseurs existants proposent même de temps en temps de dire, voilà, ce qui est peut-être de plus sage, c'est qu'on fasse un bridge. Donc, nous, on participe, on rajoute un peu d'argent sur ce qu'on avait mis la dernière fois. Et comme ça, on se laisse un peu plus de temps et on sera plus fort pour aller sur le marché avec des KPIs un peu meilleurs pour attaquer une vraie levée de fonds. Notre obsession, je pense aussi, en tout cas, en tant qu'investisseur, c'est la même chose qu'en tant qu'entrepreneur, c'est de mesurer quel est le cash que vous avez dans votre boîte et combien de temps il va durer pour justement pas vous retrouver à court de cash. Et si jamais ça doit prendre un peu plus de temps, c'est pas grave. Et donc d'accompagner le mouvement avec un bridge, c'est assez classique et il n'y a rien de dramatique. Tout ce qu'il faut en effet, c'est l'avoir anticipé. Ça peut permettre de faire entrer des investisseurs un peu tiers de temps en temps, quelques stratégiques qui peuvent accélérer la croissance de la société. C'est en effet pas le but principal.
Voilà. Le but principal, c'est d'allonger concrètement la trésorerie de l'entreprise, clairement. Mais ça peut être aussi une bonne occasion de faire entrer une personne ou deux. Et l'intérêt de l'investisseur, c'est de donner les moyens à l'entrepreneur. Vous l'avez choisi une première fois, l'entrepreneur. Donc, c'est quand même plus simple de continuer à l'accompagner. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est la première des choses. Et donc, c'est ça, surtout, c'est de lui donner le temps de développer son produit. Ou en tout cas, voilà, peut-être que le marché prend un peu plus de temps, en effet. Ou il peut y avoir aussi des circonstances un peu exceptionnelles. On a eu 2 ans qui ont été un peu exceptionnels. Oui, donc, c'est ça. C'est vraiment de permettre d'aller plus fort sur le marché pour la prochaine levée de fonds. Ou, certains cas, de trouver la rentabilité ou autre chose, quoi. Ok, super, merci beaucoup. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions sur le bridge. Moi, j'en ai une, donc j'ai une question assez ouverte, qui est, je sais que j'ai des personnes, par exemple, dans la salle et aussi très certainement en ligne, donc là, on a beaucoup parlé en fait de l'investisseur qui continue d'accompagner entre 2 levées de fonds. Est-ce qu'un financement précide, ça compte, est-ce que ça compte comme un bridge? Comment est-ce qu'on fait il y a aussi une question sur les tout débuts. Est-ce qu'un bridge, c'est adapté Un bridge, c'est une passerelle. Entre 2 levées de fonds. Entre 2 tours. Le précide, c'est vraiment quelqu'un qui vient vous voir avec un PowerPoint ou un tout début de produit. Donc, c'est le premier tour. Ce que veut dire précide, c'est le premier tour. Donc, c'est le premier investissement d'une société. Voilà. Versus un bridge qui va être en effet entre 2 tours. Donc, c'est pas la même chose. Ça marche. Merci beaucoup. J'aurais une question aussi. J'ai une question en ligne. Est-ce que un bridge, c'est quoi les impacts d'un bridge sur les KPI? Est-ce qu'on essaye d'atteindre les mêmes KPI ou est-ce que le bridge entraîne un changement de target? Cadeau. Non, logiquement, on va pas renforcer les objectifs, donc les KPI, les indicateurs de performance, que ce soit le chiffre d'affaires, le nombre d'inscrits, l'audience, la croissance, etc. Enfin, tout ce qui fait croître l'entreprise. Généralement, on va pas augmenter les objectifs. Avec le bridge, généralement, c'est pour continuer à atteindre des objectifs qui nous permettent d'aller dans les prochaines étapes. Généralement, dans les startups, les prochaines étapes, c'est une levée de fonds plus importante, mais ça peut être aussi l'atteinte de la rentabilité, ça peut être aussi des nouveaux recrutements qui nous permettent de continuer l'activité et la croissance organique de l'activité. Donc, généralement, on ne va pas venir renforcer les objectifs. Simplement, le besoin de financement qui est premier, que ce soit en pré-seed ou seed, parfois il est sous-évalué, parfois il peut être aussi surévalué. Et c'est pas grave, comme disait Valentine, parce que personne ne sait trop au début ce que ça va donner, surtout en pré-seed ou en seed. Et du coup, le bridge peut venir corriger cette analyse de démarrage tout en gardant les objectifs qu'on s'était fixés pour continuer l'activité et atteindre ces objectifs-là. Ok, très cool. Merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce qu'on est bon sur pourquoi faire un bridge? Vous êtes confort si on passe à la partie comment? Super. Pardon, rien. J'ajouterais juste un dernier point sur le pourquoi faire un bridge. J'ai vu aussi passer, mais vraiment de manière tout à fait exceptionnelle, des bridges pré-IPO. C'est-à-dire qu'avant le lancement d'une société en bourse, des entrepreneurs décident donc de financer leur entreprise de manière conséquente, juste avant de lancer donc l'IPO. Et là, on parle vraiment de bridge d'un montant très très important. Ça peut être plusieurs dizaines de millions d'euros, voire plus. Ça, c'est intéressant de voir que ça existe à cette échelle aussi. Exactement. Et je dirais aussi à l'occasion d'un bridge, bien évidemment, la plupart du temps, à l'occasion du bridge, ce sont les investisseurs historiques de la société qui réinvestissent. Mais ce qui serait intéressant côté entrepreneur, c'est justement de pouvoir aussi peut-être faire rentrer un investisseur tiers, en fait, un nouvel investisseur, pour que justement vous puissiez améliorer, dans un idéal, la négociation sur la valorisation de la société à cette occasion-là. Ok, super. Merci beaucoup, Irina. Du coup, rapidement, concrètement, tu avais parlé de différents outils à mettre en place pour les bridges. Donc, actions, BSAR, obligations convertibles et compte courant associé. Est-ce que tu pourrais rentrer un petit peu plus en détail dans chacun de ces trucs pour qu'on sache en fait, comment est-ce que ça fonctionne, quelles sont les implications de chacune de ces outils, chacun de ces outils. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Alors, déjà, il faut savoir en fait que ces différents outils sont extrêmement riches et on peut les combiner. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait faire un bridge en partie en action et en obligation convertible, par exemple.
D'un côté, donc, le bridge en action, c'est à la spécificité sur le fait que c'est un bridge en fait, qui a un effet dilutif immédiat. C'est-à-dire que l'investisseur, il devient tout de suite actionnaire s'il ne l'est déjà pas. Alors qu'un bridge en obligation convertible ou en BSAR, il a un effet dilutif qui est différé dans le temps. C'est-à-dire que l'investisseur, lui, en contrepartie du cash qu'il apporte dans la société, il va recevoir soit des obligations convertibles, soit des BSAR dans un premier temps, et c'est seulement dans un second temps qu'il va pouvoir convertir les obligations convertibles en actions ou qu'il va pouvoir exercer les BSAR pour obtenir en contrepartie des actions. Vous voyez, donc ça marche vraiment en 2 étapes. Ok. Alors, pour faire très simple, c'est assez technique, mais je vais essayer de rester très simple. Donc, tout d'abord, le BSAR, comment ça marche? C'est un outil qui est vraiment très adapté pour les sociétés qui sont en early stage, ou en tout cas pour les bridges de faible montant. Donc, un BSAR est un outil d'investissement qui permet donc de financer rapidement une entreprise sans se prononcer tout de suite sur la valorisation. Ça permet vraiment de décaler à plus tard la question de la valorisation de l'entreprise. Donc concrètement, comme je le disais, l'investisseur, lui, il apporte son cash et en contrepartie, il va recevoir un BSAR. Et donc, dans un second temps, il va pouvoir ensuite exercer son BSAR et obtenir des actions selon des modalités qui auront été définies ensemble contractuellement. Et c'est là où on va rentrer un peu de manière un peu plus technique. Donc, on va devoir se mettre d'accord sur un certain nombre de choses qui vont être rédigées dans un contrat qui s'appelle le contrat R, ce qu'on appelle un accord d'investissement rapide. Tout d'abord, on va devoir se mettre d'accord sur une décote dont va bénéficier l'investisseur bridge, qui, lui, il est avantagé par rapport aux autres investisseurs qui rentreront à l'occasion, par exemple, du prochain tour. Okay. Donc, cette décote est en général entre 5 et 20, 25, 30%. Voilà, donc il va bénéficier de cette décote. Ça veut dire que lui, il obtiendra vraiment plus d'actions. Il obtiendra plus d'actions que les investisseurs qui rentreront à l'occasion du prochain tour. Ce qu'on peut faire aussi à l'occasion donc, du BSAR, ce BSAR nous permet de figer, de garantir à l'investisseur une certaine valorisation, un montant minimal et un montant maximal de valorisation. C'est-à-dire que l'investisseur, lui, quand il rentre, il va pouvoir se dire, quoi qu'il arrive, mes BSAR, si la boîte se plante, je sais que je vais obtenir à minima tant nombre d'actions. Et quoi qu'il arrive, si la boîte superforme, je sais que je vais obtenir tant d'actions aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on sait à l'avance, à minima, on définit justement ce cadre, donc un cadre minimal et un cadre maximal, qui va sécuriser l'investissement qui est fait par l'investisseur bridge à cette occasion. Alors que le bridge en obligation convertible fonctionne un petit peu différemment. C'est aussi un investissement donc, dilutif dans le temps. Donc la dilution est différée dans le temps. Mais pour les OC, donc une OC c'est quoi? C'est une obligation convertible qui est une dette. Donc on va devoir se mettre d'accord sur les modalités de remboursement de l'obligation convertible. Et il faut savoir que l'obligation convertible, on peut la rembourser soit en numéraire, soit en action. Et donc, si on la rembourse en action, à ce moment-là, il va falloir, pareil, se mettre d'accord sur un ratio de conversion, c'est-à-dire un nombre d'actions auxquelles les OC vont donner droit. Voilà, donc on va évidemment, l'investisseur bridge et les fondateurs vont devoir se mettre d'accord sur un certain nombre de choses qui vont être définies dans le contrat d'obligation convertible. Et ils vont devoir notamment définir évidemment donc, les modalités de remboursement, mais pas que. Ils vont devoir aussi définir le taux d'intérêt, puisque comme je le disais, l'obligation reste une dette, et donc pendant toute la durée de l'emprunt obligataire, on va avoir un taux d'intérêt qui va s'appliquer. Enfin, on va définir aussi évidemment les éléments déclencheurs, donc ce sont tous les événements qui vont faire en sorte qu'on va déclencher la conversion des obligations en actions.
et la durée maximale de l'emprunt, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, même s'il n'y a aucun événement déclencheur qui serait réalisé, quoi qu'il arrive, on va convertir l'obligation convertible en action. Ok. Et enfin, j'aimerais juste dire 2 mots sur comment fonctionne le bridge en concourant d'associés. Oui. Donc, comme je le disais, en fait, le concourant est un prêt qui est accordé à la société par les actionnaires. Donc, ce sont souvent les investisseurs qui remettent au pot, mais ça peut être aussi des fondateurs qui ont envie de financer leur propre société via un concourant d'associés. Et à l'occasion d'un bridge, justement, on va pouvoir rédiger un contrat de concourant et on va définir dans ce contrat la manière, surtout les modalités de remboursement. Le concourant, on peut le rembourser soit en numéraire, donc un petit peu comme les OC, soit en action. Donc on peut tout à fait prévoir un remboursement du concourant en action de la société. Voilà un petit peu sur ces différents outils qu'on peut tout à fait donc combiner, comme je le disais, à l'occasion d'une même opération. Évidemment, l'investissement en BSAR, il est vraiment très adapté pour les sociétés qui sont en early stage, donc pour les opérations de faible montant aussi. Il faut savoir qu'il peut se réaliser sur la durée, donc on peut tout à fait faire plusieurs rounds en fait, d'investissement en BSAR. Sans devoir à chaque fois constater une augmentation de capital, sans devoir, voilà, donc de manière vraiment très simplifiée. Et l'avantage du BSAR aussi par rapport à une levée de fonds classique, donc qui, elle, se réalise en augmentation de capital, c'est que le BSAR, au tout début, on va le virer sur le compte courant de la société. On n'est pas obligé de créer un compte spécial augmentation de capital, comme on le fait donc pour la levée de fonds classique, qui se réalise en augmentation de capital tout de suite et donc qui sont dilutives. Très bien. Ce qui veut dire, c'est que pendant toute cette période, l'entrepreneur, lui, dès qu'il a un peu d'argent, il va pouvoir en fait utiliser cet argent s'il obtient l'argent via son BSAR sur le concourant de la société, en attendant justement, de faire un financement ultérieur. Alors que en levée de fonds classique, il aurait dû créer donc un compte spécial augmentation de capital. Et la libération des fonds de ce compte spécial ne peut intervenir qu'une fois qu'on aura finalisé l'opération, qu'une fois qu'on aura fait les formalités légales et qu'une fois qu'on aura obtenu un CABIS à jour qui mentionne justement le montant du nouveau capital de la société. Okay. Voilà un petit peu. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et vraiment adapté pour les projets early stage. Je dirais un inconvénient quand même assez majeur que je rencontre moi souvent en pratique, à la fois du BSAR et aussi des obligations convertibles, c'est le fait que ce sont des mécanismes qui ne sont pas éligibles à des outils de défiscalisation comme par exemple les PEA. Souvent, j'ai des entrepreneurs qui viennent me voir et on se rend compte un petit peu au dernier moment que leurs investisseurs veulent investir en PEA. En effet, donc, si l'investisseur qui voudra souscrire dans votre société souhaitera le faire via son PEA pour bénéficier des avantages fiscaux qui sont afférents, à ce moment-là, il faudrait tout de suite l'orienter vers un autre mécanisme, notamment les actions. Super, merci beaucoup pour cette réponse super détaillée. J'espère que vous avez bien pris des notes. Mais sinon, vous en faites pas, on va avoir un guide aussi sur lequel on va reprendre un petit peu tous ces éléments et sur lesquels en fait vous allez pouvoir revenir si vous avez davantage de questions sur ces différents modes. Valentine, tu es plutôt BSAR ou OC? Sincèrement, ça dépend des cas. Dans le bridge, et après, moi, je fais de l'early stage. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est des choses simples, sincèrement. Et en fait, même un compte d'augmentation de capital, maintenant, ça se fait en ligne en 24 heures. Oui. Et en fait, là, tout ceci, c'est quand même relativement simplifié. On essaie de faire des choses simples, on essaie de faire des choses pragmatiques. Donc, finalement, BSR, obligation convertible ou price round, sincèrement, c'est pas ça qui va déterminer, en tout cas, le montant qu'on va mettre dans un bridge. Clairement. L'obligation convertible, on est en early stage, donc en fait, l'obligation convertible, elle est quasi tout le temps convertie en action, parce que la société n'a pas de cash. Donc, c'est déterminé. Voilà. Donc, on essaie plutôt que le prêt que les intérêts soient assez faibles. Mm-hmm. Un fonds d'investissement a lui-même des investisseurs. Donc, en fait, vous prenez aussi une décision par rapport, finalement, tout le monde a un boss dans la vie. Hein, oui. Par rapport à ça, le BSR peut être pratique parce que rapide, mais finalement, ça revient en fait au final, en early stage, exactement la même chose. Okay. Combien de cash pour combien de pourcentage de la société. Voilà. Donc, vous pouvez vous servir des obligations convertibles
à mon sens, dans certains cas, notamment pour une prime de non-conversion, s'il s'agit justement de favoriser certains investisseurs qui ont payé la boîte un peu plus cher par rapport à des premiers tours, donc on s'en sert comme ça. Mais sincèrement, l'outil, et en tout cas pour les investisseurs existants, on le décide. Enfin, et le compte courant, par exemple, on en fait de temps en temps, mais on le bloque. Parce que si vous ne faites pas un compte courant bloqué, vous n'avez pas de BPI, ni de financement, ni quoi que ce soit. Voilà, donc de façon assez pragmatique, finalement, on peut faire beaucoup de finasserie juridique à des stades beaucoup plus avancés. Voilà. Mais en early stage, sincèrement, c'est la rapidité, combien de cash et pour quel montant. Mais c'est des contrats qui sont extrêmement simples, en tout cas de ce que je vois quasi tous les jours, quoi. C'est ça. Donc ça va être vraiment ça qui va déterminer. Exactement. Et le but, il n'y a pas, enfin en tout cas de ce qu'on voit, le bridge, quand vous avez financé une société en early stage et qu'après vous voulez continuer, le but, les intérêts sont alignés. C'était de nous permettre ensemble d'aller voir le prochain tour. Donc si vous négociez des conditions qui sont un peu des conditions mauvaises pour l'entrepreneur de votre bridge, vous êtes en train d'afficher au marché que vous ne croyez pas en votre entrepreneur. Voilà. Donc finalement, les intérêts sont relativement assez alignés dans ce moment-là, puisqu'il s'agit vraiment d'acheter du temps et ensemble, c'est surtout l'entrepreneur qui fait le boulot, nous on est en sidecar, sincèrement, mais c'est plutôt ça, c'est de lui permettre vraiment d'aller dans des conditions fortes sur le marché. Donc si vous commencez à avoir un discount de 30% sur une levée, etc., vous affichez que vous n'avez aucune confiance en votre entrepreneur. Donc voilà, donc c'est plus sur ce point-là qu'il faut faire attention et penser aussi que votre cap table, quand même, ça en dit beaucoup sur finalement votre equity story, quoi que ce soit, et la confiance que les investisseurs ont. Et c'est dans ce sens-là. Mais en tout cas, je ne vois pas d'intérêt opposé dans un bridge. Si en early stage, vous commencez à vous dire « oulala, je préfère me défendre, etc. » Il faut vraiment que j'ai une grosse décote parce que si jamais la société elle va à 30% de zéro, c'est 30% de zéro. Voilà. Donc, ce qu'il faut, de façon très pragmatique, c'est surtout ça. Oui. Et tu as amené un élément que je trouve particulièrement intéressant. J'aimerais bien que tu le développes si tu le veux bien. Tu disais, c'est pas ça qui va déterminer le montant d'un bridge. Qu'est-ce qui détermine le montant d'un bridge ? C'est le besoin de trésorerie. Le besoin de trésorerie. C'est combien de cash l'entrepreneur a besoin. Le risque de l'entreprise. En early stage, il y a du risque. Il y a du risque. Et un contrat juridique ne va pas prévenir le risque d'un investisseur en précide ou en signe. Voilà, le risque, c'est de ne pas trouver le marché, quoi. Donc le risque, c'est le besoin de cash. On est assez alignés. Après, dans des sociétés plus matures, etc., oui. Et en effet, c'est notre vision. Mais encore une fois, en précide ou en titre, ce qui compte, c'est la trésorerie que vous allez avoir, c'est de faire les bons recrutements, c'est de pouvoir attaquer votre marché, c'est de pouvoir payer vos coûts d'acquisition et se prévenir finalement en se disant, là, encore une fois, 30%, 40%, allez, 60% de zéro, c'est zéro. Donc, ce qui compte, c'est de permettre à l'entrepreneur d'atteindre ses objectifs et de continuer sur son marché. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, peut-être sur cette question qui est très intéressante. C'est en fait ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est sur l'anticipation. Mais généralement, si on est très concret, je suis un entrepreneur, je fais mes 2 premières années, j'ai réussi à faire un tour de seed ou de pré-seed avec des investisseurs. J'ai levé 400 000 euros, 500 000 euros. J'ai laissé entre 15 et 25% du capital, parce que généralement, les 2-3 premiers tours de table, c'est par les market practice, donc c'est de laisser à peu près cet equity-là. Et il arrive qu'après les 2 ans, ça y est, j'ai plus de chômage, faut que je commence à me payer, il y a les coûts de structure qui augmentent, le chiffre d'affaires pas assez, et puis on a abandonné une offre qu'on a voulu faire, on a changé, on a pivoté. Ce pivot, on l'a fait il y a 6 mois, il n'est pas encore éprouvé. Les investisseurs, on est plutôt bien embarqué avec eux et on est plutôt en bonne osmose. Mais là, dans 8 mois, je ne peux plus payer les salaires, les miens, ou je ne peux plus payer l'activité de la société. Ça vaut pour des boîtes qui ont un burn, donc des dépenses élevées de 100 000 euros par mois, comme des boîtes qui sont plus petites, qui dépensent 15 ou 20 000 euros par mois. On est dans les startups. Tout le monde a démarré avec des petits chiffres. D'ailleurs, disclaimer, mais il ne faut pas regarder, faire de la comparaison excessive dans cet écosystème. C'est toujours, on a toujours un peu l'impression que toutes les boîtes qui lèvent des fonds sont des succès, mais en fait, derrière, il y a eu des bridges qui ne sont pas annoncés, il y a eu des financements BPI qui sont mis en coût total de la levée de fonds, il y a du storytelling, il y a du LinkedIn, etc. Donc, il faut faire attention à ça. Et l'influence sur LinkedIn, tout ce qui va avec, c'est très bien, mais il faut faire attention et se dire, c'est pas stressant d'avoir un bridge, c'est aussi une opportunité de réengager aussi les investisseurs en se disant, regardez là, on avance bien, mais on va avoir un problème de cash. Il faut vraiment qu'on réallonge le besoin de financement et généralement, on va proposer un tour à la valorisation du tour précédent pour que les conditions soient assez faires, c'est-à-dire équitables par rapport à l'histoire qu'on s'est donnée. Si on fait
une valorisation un peu inférieure, ça peut en plus engendrer des petits risques sur s'il y avait des clauses de liquidation préférentielle, ça peut engendrer un désavantage. On n'est pas en fait dans des rounds stratégiques, on est dans un round où il n'y a pas de négociation entre les investisseurs et les entrepreneurs, mais plutôt on est dans la même barque, faut qu'on trouve une solution. Ça peut engendrer des tensions hein, parfois parce que forcément les investisseurs ils se disent attendez t'es gentil, t'as pas délivré ça et puis tu nous as pas forcément trop écouté sur ça et donc il y a un équilibre à retrouver parfois et parfois on peut être aussi déçu de certains investisseurs qui vont dire non moi je participe pas au bridge. Je préfère garder l'equity que j'avais mis au début et puis je vous laisse faire venir d'autres investisseurs ou que les autres investisseurs réinvestissent au-delà de leur prorata pour que vous ayez plus d'argent. Et donc voilà, on avait levé ces 400-500 000 euros, mais on a besoin de 150 000 euros en plus. On a 8 investisseurs. Il y en a 4 qui sont OK au prorata. Il y en a 2 qui disent OK, moi je veux bien remettre un peu plus pour avoir un peu plus d'equity. Et c'est quand même coûteux en equity parce que pour les entrepreneurs, on perd un petit peu de capital aussi. Donc il faut vraiment faire attention quand on cherche des fonds au démarrage de l'entreprise, de bien évaluer le besoin de financement. Voilà, j'essaie de faire un petit peu un retour pratique. Ça paraît parfois un peu artificiel ce qu'on a dit, mais il y a un côté très pratique. D'ailleurs, sur Eldorado, pour faire un peu de promo, on a des templates gratuits, templates de BSAR, templates d'obligations convertibles, etc., qui vous permettent de jouer avec les chiffres, avec un Excel, en disant si on met tant avec tant de décotes, combien ça va me coûter. Si c'est des obligations convertibles, hein, on l'a dit tout à l'heure, ça coûte de l'argent, parfois beaucoup. On va parler peut-être de BPI. Ça peut coûter cher à l'entreprise. Des BSAR, ça coûte en potentielle conversion en capital, si c'est converti. Et puis un tour de capital, ça réorganise un peu le capital de la société. Donc il faut un peu l'évaluer et tester un peu les différentes options et essayer d'aller d'abord vers les options qui ne sont pas coûteuses en capital et pas coûteuses en intérêt. Et il y a des solutions, on parlait du compte courant d'associés, mais il y a aussi des prêts BPI ou des financements non dilutifs qui peuvent être intéressants. Ok, mais justement, en fait, en parlant du coup, tu es très familier, je suppose, des programmes d'obligations convertibles proposés par BPI France. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle le French Tech Bridge. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ça ? Alors effectivement, en fait, pendant la crise Covid, donc en mars 2020, dès la fin mars 2020, il y a 2 dispositifs majeurs qui ont été donnés dans l'écosystème. Il y a eu les PGE. D'ailleurs, les PGE, les prêts garantis État, ont souvent été utilisés comme des bridges, enfin des respirations de trésorerie. Pas forcément des bridges pour aller vers un autre tour, mais plutôt un bridge de sécurité, c'est-à-dire on se met un matelas, s'il y a un problème, on aura de l'argent disponible. Et il y a eu le French Tech Bridge, ou French Tech Seed aussi, qui sont des dispositifs d'obligations convertibles de BPI France. Et BPI France est venu intervenir en disant à des entrepreneurs, on ne sait pas ce qui va se passer, allez voir vos investisseurs, s'ils réinvestissent dans votre projet pour donner une respiration ou une sécurité, on complète le tour. Donc la philosophie, elle est là. D'ailleurs, c'est un peu la philosophie de tous les financements des financeurs publics comme BPI France, qui représentent majoritairement les financeurs publics. C'est la logique qu'on appelle 1 pour 1. C'est 1 euro financé par l'entrepreneur, 1 euro prêté ou subventionné ou en capital ou en obligation convertible par BPI France. Donc là, ils ont mis ce dispositif-là en mars 2020 pour le contexte. Il a été épuisé en 3-4 mois, c'est-à-dire qu'il y a énormément de startups qui ont levé des tours de sécurité pendant la crise, au démarrage de la crise Covid. Et BPI est venu surabonder avec une logique, donc c'est un tour minimum de 25 000 euros, jusqu'à 250 000 euros l'intervention de BPI France. Donc concrètement, si vous levez 200 000 euros auprès de vos investisseurs, BPI va pouvoir abonder de 200 000 euros en obligations convertibles en disant... BPI ne va pas se positionner comme un investisseur qui va vouloir peut-être convertir, mais plutôt comme une banque, puisque c'est une banque, qui va vouloir vous faire un cadeau de trésorerie à un moment, un cadeau un peu empoisonné parce que c'est quand même très coûteux quand vous calculez les intérêts et dans le temps. Donc là, c'est limité à 5 ans dans le cadre de BPI sur cette intervention. Et donc va dire voilà, je vous donne les 200 000 euros, je vous prête les 200 000 euros en plus, et dans ma logique, je ne vais pas les convertir. Donc c'est BPI France qui est vraiment dans une logique là de soutien, de respiration. Et ça, c'était pendant le Covid. Maintenant, ça a évolué et BPI a industrialisé entre guillemets cet outil.
notamment pour les startups qu'ils accompagnent, c'est-à-dire quand même beaucoup de startups à travers les différents dispositifs, et va pouvoir dire on va potentiellement le convertir. Si vous faites des tours généralement de plus de 2 millions d'euros de valorisation dans les prochains mois, on va potentiellement le convertir, et BPI France, à travers ses fonds, puisque BPI France, en plus d'être une banque, est un investisseur avec des fonds spécialisés, va venir convertir et devenir actionnaire de l'entreprise. Donc c'est un mécanisme qui est hyper intéressant si vous avez besoin de 400, 500 000 euros et que vous avez que 200 ou 250 000 euros de vos investisseurs historiques qui mettent au pot, et que vous avez besoin d'un rallongement. Et après, il y a d'autres produits BPI France. Donc là, on parlait de l'investissement. Il y a des produits de financement de BPI France qui sont faits dans la logique d'un bridge. Notamment, il y en a un qui s'appelle le prêt d'amorçage, donc le PA, qui est un prêt de trésorerie, qui est hyper simple à obtenir parce qu'il n'y a pas toutes les conditions, dossiers à remplir, dépenses d'innovation, etc. C'est juste d'aller voir le chargé d'affaires ou la chargée d'affaires BPI qui vous correspond ou de votre région en disant « Là, on va faire une levée de fonds dans 6 ou 8 mois. On doit renforcer nos indicateurs de performance et on a besoin entre 50 et 100 000 euros pour atteindre ces performances et lever dans les meilleures conditions. » Et donc là, ils vont vous prêter 100 000 euros. Généralement, c'est autour de 100 000 euros, un prêt d'amorçage. Le seul désavantage, c'est donc il y a un différé de remboursement qui est quand même assez avantageux de 2 ou 3 ans, mais c'est un prêt qui a un taux assez élevé. Aujourd'hui, si vous empruntez en banque, vous êtes entre 0,6 et 0,8%. Le prêt d'amorçage, c'est entre 3,5 et 4,5%. Et les obligations convertibles, c'est même encore parfois plus élevé, surtout celles de BPI France. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire pour conclure tout à l'heure. C'est mettez toutes les options qui sont possibles, même si vous n'avez jamais des scénarios que vous n'allez jamais explorer. Mais au moins, vous savez combien ça peut vous coûter en capital, en cash aujourd'hui et en cash à rembourser. Et en répartition capitalistique entre vous, vos associés, vos investisseurs. Ok, super. Merci beaucoup, Adrien. Est-ce qu'on est OK sur comment faire un bridge? Est-ce que vous avez des questions? On a une question, oui. On a dit que le précide et le bridge étaient deux choses différentes, mais que dans les deux cas, on peut utiliser un BSR. C'est un moyen qui peut être utilisé. Quelle est la différence entre un BSR dans le cadre d'un précide versus un BSR utilisé dans le cadre d'un bridge? Pour les personnes qui nous écoutent en live, je vais reprendre la question au micro. Donc la question est, est-ce qu'il y a une différence entre le BSAR qu'on fait en précide et le BSAR qu'on fait en bridge? Sur le mécanisme de fonctionnement du BSAR, non, il n'y a aucune différence. C'est vraiment le BSAR fonctionne de la même façon qu'on le fasse en précide ou en bridge. La seule chose qui pourrait éventuellement évoluer, c'est la décote. Dans quel sens? Tout dépend de la situation de l'entreprise, de la situation financière de l'entreprise. Ok, merci Irina. Ruben, as-tu des questions? J'ai une question sur l'activité. Alors, la crise a impacté beaucoup de sociétés. La question, c'est est-ce qu'on peut réaliser un bridge pour pivoter soit de produit, soit de secteur? Ouais, je commence à répondre. C'est une bonne question parce que tout à l'heure, on a dit que c'est pour renforcer un peu les indicateurs de performance, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle de lever aussi de l'argent pour survivre ou pour réexplorer tout un chemin qui n'a pas été exploré, donc un fameux pivot, c'est-à-dire vraiment aller chercher soit un autre marché, soit un autre secteur de développement. C'est pas forcément une bonne chose parce que on va aller rallonger un peu le supplice d'aller chercher son marché. C'est plutôt vraiment quand on atteint quasiment le marché ou qu'il nous manque vraiment quelques milestones pour atteindre les performances. Et pareil, sur Voici, c'est de la survie. Si on sait vraiment qu'il y a un associé qui part, on a vraiment les chiffres qui baissent, plein de clients qui nous disent qu'après un an de tester l'offre, par exemple, ils ne renouvellent pas et qu'on veut forcer le destin, c'est pas une bonne nouvelle. Alors c'est un peu en contradiction parfois avec ce qu'on dit aux entrepreneurs sur la résilience, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être très résilient et toutes les entreprises ont des difficultés, il ne faut pas s'arrêter à chaque difficulté, mais il faut aussi être lucide parfois, et c'est le rôle aussi des investisseurs, d'être lucide aussi sur cette atteinte des objectifs. Pour remettre au pot, est-ce qu'on met une pièce dans la machine de quelque chose qui marche et est en train de marcher, ou est-ce que c'est juste pour survivre et faire en sorte que les entrepreneurs ne lâchent pas alors qu'il n'y a pas trop d'avenir, quoi. Okay. Oui, exactement. Et de temps en temps, c'est une vraie question. En effet, si le marché n'a pas été atteint du tout, finalement, ce ne serait plus vraiment un bridge, en fait. C'est-à-dire que si c'est un pivot pour lancer une nouvelle activité,
Finalement, voilà, il faut se poser la question de savoir si c'est le même contexte. Est-ce que ce seraient même les bons investisseurs autour de la table pour repartir dans une autre activité? Et donc, en général, oui, le bridge sert vraiment à rester sur la même activité et à atteindre ce marché parce qu'on n'en est pas loin. Mais il cherche pas, c'est pas vraiment. Sinon, ça devient vraiment de la survie, oui. D'accord. Ok, super. Merci. Merci. Donc maintenant, d'autres questions dans la salle. Allons-y. Comment on choisit la durée du bridge, dans le sens où le défense, ça prend du temps, c'est long, c'est administratif. S'il faut en plus que je prépare mon bridge, entre guillemets, quelle est la durée? Est-ce que je prends une durée, la durée du bridge? Et si j'atteins pas cette durée, je ne vais pas les fonds tout de suite. Comment on gère ça? Je reprends la question en live au micro pour le live. Donc la question, c'est la levée de fonds. La levée de fonds, ça prend du temps à préparer. Le bridge aussi, certainement. Combien de temps est-ce qu'on donne pour un bridge? Qu'est-ce qu'on fait si ça prend plus de temps que prévu? C'est toujours une question de cash. Je reprends l'exemple un peu concret d'Adrien. C'est-à-dire que vraiment, voilà, il y a un entrepreneur qui se dit, je peux pas, le temps que j'atteigne mes objectifs pour aller faire ce prochain tour de table, cette levée de fonds, j'estime qu'il me faut à peu près 6 ou 8 mois. Pendant 6 ou 8 mois, je prends des chiffres, mon burn, donc mes dépenses sont de 100 000 euros. Donc on va se dire, voilà, donc j'ai plus de cash à la fin du mois, donc j'ai à peu près besoin entre 600 et 800 000 euros pour pouvoir payer les salaires et les factures. Donc c'est vraiment ça qui va déterminer le montant du bridge déjà. C'est l'horizon de temps, donc c'est plutôt l'entrepreneur. Alors après on se met d'accord avec les investisseurs de savoir si le scénario n'est pas trop optimiste, parce qu'en fait le plus gros risque c'est ça. C'est que l'entrepreneur était trop optimiste et qu'en fait, ça ne soit pas 6-8 mois, que ce soit plutôt 10-12. Et là, c'est compliqué de revenir, encore une fois, pour rajouter, en fait, et faire une extension de bridge. Donc voilà, donc le gros besoin, enfin, le gros conseil, c'est d'anticiper. C'est vraiment de se dire, donc en fait, on ne détermine pas forcément, il n'y a pas de durée de bridge en tant que tel. Il y a vraiment le besoin de cash. Et c'est plutôt ça qui est à anticiper absolument, en effet, et plutôt en essayant d'avoir un scénario plutôt, en tout cas à mon sens, réaliste que suroptimiste. Ouais, pour continuer sur ce que tu dis, moi j'aime bien les 6-8 mois, c'est généralement le temps qu'il te faut pour refaire une levée de fonds, pour faire un roadshow bien fait. Une belle levée de fonds, c'est ça, c'est entre 6-8 mois. Ou c'est aussi le temps qu'il faut pour que le marché continue à acheter ton offre, ton service, ton bien, etc. Donc, si c'est pour se rajouter juste 2 mois de trésorerie, ouais, moyen, parce que ça part très vite. 2 mois, ça passe très vite. On est déjà aujourd'hui le 22 mars, pour ceux qui sont anxieux du temps qui passe. Mais non, c'est vraiment c'est ça. C'est que 2 mois, c'est court dans la vie d'une entreprise. Et il faut savoir jongler quand on est entrepreneur entre un temps long, c'est-à-dire stratégique, une vision à 2 ans, 3 ans, et quelle sauce je vais être mangé la semaine prochaine, quoi. Donc c'est un peu cette durée. Et au milieu de ça, le besoin de financement, c'est 6-8 mois. Qu'est-ce qui me permet de respirer, d'être assez tranquille sur 6-8 mois pour valider mon offre ou trouver d'autres investisseurs ou d'autres leviers de financement? Merci. Alors, je prends une dernière question et après on va passer sur la troisième partie et on pourra prendre le reste des questions à la fin de l'événement. Non, vous me posez la question de savoir quand on investit en early stage, quels sont les besoins. Alors, dans le bridge, c'est-à-dire qu'en fait, là où ils sont alignés, en effet, comme on disait avec Adrien, c'est que ce qu'on veut, c'est que la société continue d'avancer. Donc, en fait, vous avez plutôt des intérêts qui sont, en tout cas, dans ce moment-là, vous êtes déjà investisseur de la société dans un bridge. Alors moi, après, c'est ma philosophie, mais je considère que les intérêts des entrepreneurs et des investisseurs, en tout cas en early stage, sont alignés. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, mais il n'y a pas beaucoup d'enjeux financiers, finalement. Parce que ce qu'on veut, c'est que la société prospère et décolle. Voilà. Et finalement, ça passe ou ça casse, en fait. Mais donc, c'est un peu quand même, je trouve que les gens sont alignés. De façon pratique, quand on rentre, en tout cas quand on rentre dans un tour, en règle générale, ce qu'on négocie, c'est un pacte d'associés.
Donc voilà, l'investisseur va avoir son avocat, enfin le fonds, et l'entrepreneur va avoir son avocat également pour négocier un pacte. Et ce qu'on essaye de mettre dans un pacte, même si ce pacte ne vaut que jusqu'au prochain tour. Donc en fait, au tour d'après, il y a d'autres investisseurs qui rentrent et qui refont un pacte. Donc finalement, ça couvre assez peu de temps. Les cas que ça couvre, c'est des cas d'ailleurs qui ne sont pas forcément que entre investisseurs et entrepreneurs, ça peut être des cas aussi entre entrepreneurs. Adrien parlait tout à l'heure du départ d'un des fondateurs. On parle souvent de clauses où en fait c'est entre les fonds et les entrepreneurs, c'est souvent entre eux aussi que ça se passe. Voilà, donc on fait un pacte d'associés en règle générale et un peu de doc corporate pour la société, mais c'est à peu près là que ça s'arrête, oui. Merci beaucoup. Donc maintenant qu'on a quelques idées de comment réaliser un bridge, quid de l'après, c'est-à-dire les conséquences à la fois sur la gouvernance, mais également sur... on s'engage quelque part dans un bridge, donc quelles sont les conséquences et surtout, on a parlé des principaux points de négociation. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est qu'il faut bien négocier son bridge. Et du coup, Irina, très rapidement, quels sont les principaux sujets de négociation? Est-ce que tu peux venir rapidement sur les différentes clauses sur lesquelles on peut négocier? Oui, absolument. Donc, comme le disait Valentine tout à l'heure, lorsqu'on fait une opération de levée de fonds, on signe, l'entrepreneur et le fondateur, l'investisseur et le fondateur signent justement un pacte d'actionnaires. C'est un contrat qui va s'appliquer pendant une certaine durée, en tout cas jusqu'au prochain tour. Mais lorsqu'on fait un bridge, idéalement, c'est de privilégier l'existant. Idéalement, c'est de faire rentrer l'argent vite et de négocier le moins possible les clauses juridiques qui figurent dans un pacte d'associés. Donc voilà, la négociation, dans un idéal, elle devrait se limiter sur les conditions financières sur lesquelles va rentrer l'investisseur. Mais idéalement, c'est de privilégier l'existant et donc de privilégier votre pacte d'actionnaires. Parfois, lorsqu'on a des nouveaux investisseurs qui rentrent au capital justement à l'occasion d'un bridge, parfois ils demandent de revoir certaines clauses du pacte. Et à ce moment-là, on a un certain nombre de clauses qui sont classiques et qui sont revisitées justement à l'occasion du bridge. Et c'est très important justement de trouver des nouveaux équilibres, y compris avec les nouveaux investisseurs qui vont rentrer. C'est ce qui va faire malheureusement que le bridge va prendre un peu plus de temps, en tout cas la phase juridique du bridge va prendre un peu plus de temps s'il y a de la négociation du pacte d'actionnaires. Et rapidement, les clauses qui sont négociées, classiquement c'est la clause de leaver, qui est une clause très importante pour les fondateurs. On a aussi bien évidemment une discussion qui pourrait avoir sur la gouvernance de la société, notamment surtout, je dirais, si le nouvel investisseur souhaite avoir une place au board, ou encore les clauses de liquidité pourraient également être revisitées, notamment la clause de liquidité préférentielle qui pourrait être revisitée à l'occasion d'un bridge. Peut-être deux mots rapidement sur la clause de leaver. Donc, la clause de leaver est l'une des clauses les plus importantes du pacte côté fondateur. C'est une clause qui est très forte, qui est punitive, puisqu'elle permet, dans certains cas, quasiment en fait, de racheter l'intégralité des actions du fondateur en question, si le fondateur est en situation de départ. Donc, si le fondateur, en fait, il se trouve, si jamais il est révoqué ou même s'il est démissionnaire, à ce moment-là, on prévoit que des bénéficiaires peuvent racheter justement toute ou partie de ces actions, et la plupart du temps, c'est l'intégralité des actions du fondateur. Évidemment, là aussi, il faut trouver des équilibres sur le prix, sur les éventuels décotes qu'on va appliquer. Mais ce qui est important aussi, j'aimerais bien insister là-dessus, parce que ce qui est important quand on a une clause de leaver dans un pacte d'actionnaires, ce qui est tout le temps le cas, c'est de lire aussi cette clause de point de vue des fondateurs. Parce qu'il faut non seulement donc se dire, voilà, qu'est-ce qui va m'arriver moi si un jour je me fais révoquer de mon entreprise, mais c'est important aussi de la lire en se disant, qu'est-ce qui va se passer si mon cofondateur part, il part dans une autre aventure, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe avec ces actions? Est-ce que j'ai envie de pouvoir les racheter? Si oui, à quel prix? Voilà, donc tous ces enjeux sont vraiment extrêmement importants côté fondateur. Et donc, il ne faut pas interpréter la clause de leaver comme vraiment une clause contre les fondateurs, qui est demandée par les investisseurs, mais il faut aussi l'interpréter comme une clause qui permet de rééquilibrer les choses entre les fondateurs eux-mêmes, dans le temps, évidemment.
Ok, super. Merci Irina. Valentine, quel est ton retour d'expérience sur ces clauses pour toi? Lesquelles sont importantes lorsque tu négocies un bridge du point de vue investisseur? En effet, le lever, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que le lever, finalement, il n'y aura jamais un fonds d'investissement qui va révoquer un fondateur. Voilà. Ça n'arrive pas. Donc, ça se passe entre fondateurs. Donc, c'est vrai que les clauses de lever, de temps en temps, il y a un peu de tension dans la négociation du pacte. Mais ça se passe vraiment entre fondateurs, en règle générale. Les clauses, encore une fois, je fais leur listage. Donc, le principe du pacte, c'est quand même de prévoir le pire. Mais finalement, il y a très peu, à part la clause de lever, finalement, qui se passe entre fondateurs, il y a très peu de clauses qui sont appliquées en réalité, parce que c'est des stades où la société met un ratchet en précide. Je ne vois ni l'intérêt juridique ni l'intérêt économique. Mettre un ratchet quand une société a une certaine maturité, parce qu'il peut y avoir des cas. Le précide, c'est-à-dire le premier tour de financement. Si vous dites que finalement, si tout se passe pas très bien, vous allez vous reluer avec un ratchet. Encore une fois, vous êtes en train d'afficher au marché que vous n'avez pas confiance dans votre entrepreneur. Okay. Voilà. Donc, moi, je suis pour les pactes en early stage simples, qui protègent des situations simples. Et voilà. Et pour c'est à chaque tour de l'entreprise, il y a un bon pacte. Voilà, mais ça sert à rien de sortir le bazooka en early stage. Oui, super. C'est bon, c'est très bon à savoir. Adrien, quel est ton retour d'expérience là-dessus et sur la gouvernance en fait de manière générale, toi qui es membre de plusieurs boards Alors, et moi-même, j'ai des investisseurs, d'ailleurs, chez Eldorado, donc je peux partager pas mal de retours d'expérience. Même, on a fait un bridge nous-mêmes. Donc, les conseils que je donnerais. Alors, sur les clauses, effectivement, je partage le point de vue. C'est assez artificiel en seed, pré-seed, de négocier sur des clauses. Et puis, même, quelque part, si vous avez un investisseur qui va vous renégocier le pacte ou qui négocie trop dans son intérêt, ça montre un signal, comme dit Valentine, qu'il n'a pas forcément confiance. Et parfois c'est le cas, hein. Parfois il faut l'acter. Mon investisseur a moins confiance en nous pour réussir à faire évoluer la boîte. Faut faire avec. On l'a embarqué dans l'aventure. Si dans le bridge il veut pas remettre, faut assumer. Nous on a fait un bridge juste avant le Covid d'ailleurs, et tout le monde n'a pas remis. Et j'en ai pas voulu à ceux qui n'ont pas remis. Ils ont dit voilà, moi je suis un business angel, j'ai mis au démarrage, j'ai pas envie forcément de remettre là. Je pense que tu vas réussir à faire quelque chose. C'est pas la question. Nous on était en pleine réflexion sur nos offres et l'évolution. Et ça m'est arrivé aussi dans le sens inverse en tant qu'investisseur de pas forcément remettre, parce que pour les business angels, pour les fonds c'est différent parce qu'ils ont des poches de réinvestissement. Et d'ailleurs même un fonds early stage doit avoir dans son esprit une certaine forme de soutien automatique d'un entrepreneur. Quand on a misé une fois et qu'on voit qu'il y a des difficultés, ça fait partie du métier de pouvoir dire je suis là pour te soutenir, pour t'aider à remettre de la croissance dans l'entreprise, etc. Alors que des business angels, c'est un peu différent, c'est quand même leur argent personnel, ils n'ont pas forcément de business model dans l'investissement, donc eux, de réinvestir, il y a des enjeux aussi patrimoniaux, etc., qui peuvent entrer en ligne de compte. Toujours est-il que la confiance, elle peut s'éroder, ou la croyance au projet et la participation des investisseurs, donc tout le monde ne va pas remettre. Pour essayer de garder cette confiance et de cette maturité, il y a les boards, effectivement, comme tu le dis. Donc, c'est les comités stratégiques, les réunions d'associés, les conseils d'administration, on peut appeler ça un peu comme on veut, qui réunit, c'est la communication qu'il y a entre les entrepreneurs et les investisseurs. Moi, les conseils que je peux donner là-dessus, c'est de maintenir ce lien le plus possible, le plus longtemps possible, même si l'entreprise a 3, 4, 5 ans. Parce que toutes les startups ont vraiment beaucoup d'évolution et parfois c'est fait parce que les investisseurs ont un contact à donner, une bonne idée, un soutien, un nouveau soutien, etc. Donc le conseil que je donne, c'est d'abord aux entrepreneurs d'animer cette relation entre associés et entre investisseurs et entrepreneurs. Donc il faut les nourrir d'informations, de façon régulière. Donc il ne faut pas envoyer des mails toutes les semaines, mais il faut avoir une certaine forme de rapport aux investisseurs. D'essayer de le régulariser, ça montre une certaine discipline, de connaissance de ces chiffres aussi, de pouvoir donner aux investisseurs des moyens de se dire où est-ce qu'il en est et comment je peux le soutenir et comment ça évolue. Si on ne donne pas de nouvelles pendant 2 ans aux investisseurs et qu'au bout de 2 ans on leur dit ah là ça va pas, il faut faire un bridge, on est un peu dans la mouise. Ouais, là l'investisseur va dire t'es gentil, j'étais au courant de rien. À l'inverse, si on a donné pas mal d'informations, ça peut dire être un des plans en disant aux investisseurs là on sent qu'on est en train d'essayer de faire croître l'entreprise, mais si jamais ça marche pas, il y aura peut-être l'opportunité de faire un bridge pour continuer à tester les autres choses.
Et là, en anticipant, encore une fois, hein, c'est le nerf de la guerre, l'anticipation, vraiment, prenez un tableau blanc entre vos associés et faites plusieurs scénarios, catastrophes et positifs aussi. Ça vous permettra de mieux agir si un des scénarios arrive. Et du coup, voilà, cette communication, et dans les boards, c'est d'avoir cette communication positive, évidemment, c'est le rôle des entrepreneurs, mais réaliste, grâce aux chiffres, pour avoir du répondant en face, si on a besoin de ce bridge, de pouvoir le faire. Après, si dans le bridge, pour finir, les conditions sont renégociées, moi, j'aime pas trop, franchement. Si c'est pour reprendre du poids dans l'entreprise, donc avoir une décote, avoir des droits préférentiels, franchement, c'est pas des bons signaux que ça envoie ni aux entrepreneurs, ni au marché, comme le dit Valentine. Donc, c'est plutôt de garder les mêmes conditions de travail, peut-être de dire, voilà, je vais peut-être t'aider plus ces 3-4 prochains mois en tant qu'investisseur pour tester ce bridge et utiliser, mettre cet argent le mieux au travail possible pour l'entreprise. Mais après, normalement, on doit rester assez soudés, quoi. Super. Merci beaucoup Adrien, Valentine et Irina pour ces témoignages. Ruben, est-ce que tu as une dernière question dans les 30 secondes qui nous restent? Très rapidement, et je pense que ça a déjà été répondu, la question est simple. Est-ce que c'est mieux de faire un bridge avec des investisseurs qui sont actuellement dans l'entreprise ou bien d'aller chercher des nouveaux? Il faut, enfin, est-ce que c'est mieux? Déjà, est-ce que c'est possible surtout? C'est-à-dire que la première chose déjà, ça va être compliqué d'aller chercher des tiers si vos investisseurs existants vous disent qu'en fait, il y a cette première chose. Donc en gros, comme disait Adrien, le bridge s'anticipe en fait. C'est que déjà vos existants, si vous les embarquez, normalement on sait qu'il y a ce mur du cash qui va arriver, donc ça se prépare. Si en revanche, il y en a certains des existants, comme disait Adrien, qui ne soutiennent pas, donc il y a un besoin en fait d'aller en chercher d'autres, en fait, c'est pas est-ce que c'est mieux, c'est est-ce qu'il faut. Et dans ce cas-là, d'essayer de trouver des investisseurs un peu stratégiques qui comprennent bien le marché, qui justement peuvent être des accélérateurs aussi, mais la plupart du temps, c'est vers vos investisseurs historiques que vous vous tournez par nécessité plus que par choix. Merci. Je dirais même que les investisseurs historiques, s'ils n'investissent pas, ça peut être même un faible signal. Oui. Très clairement. Donc, et évidemment, idéalement, ce serait d'avoir aussi des nouveaux investisseurs qui pourraient être complémentaires, qui pourraient être vraiment un accélérateur du projet. Super. Merci beaucoup à tous pour vos témoignages. Je vous invite à tous j'invite toutes les personnes qui nous regardent en ligne à les ajouter. Et d'ailleurs, vous aussi, n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn si vous avez la moindre... si vous avez envie de poursuivre la conversation. En tout cas, surtout, merci d'avoir participé à cet événement. Donc, avec l'incubateur HEC, on organise plusieurs workshops et webinars. Donc, si vous suivez notre page LinkedIn, vous allez pouvoir les trouver. Et pour les personnes qui sont dans cette salle, merci d'être là. Et donc, the floor is yours. Si vous avez la moindre question, on est là. On reste encore un petit moment pour discuter avec vous. Oui. Admettons, merci d'ailleurs pour l'intervention. Admettons, vous avez deux entreprises similaires. Une qui a fait un bridge et l'autre non. Est-ce que la perception sur le marché elle est différente? C'est une bonne question. C'est quoi la question, si jamais il y a encore la question, c'est sur deux sociétés similaires, l'une qui a fait un bridge et l'autre qui ne l'a pas fait. Est-ce que la perception est différente? Un bon investisseur, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui comprend les entrepreneurs et qui ne va pas forcément dire il a fait un bridge, ça veut dire qu'il était mauvais ou qu'il a mal évalué son besoin de financement. Non, il va se dire il a trouvé des solutions de cash, c'est ce qu'on lui demande en tant qu'entrepreneur et en tant que chef d'entreprise, et donc il a trouvé une solution. Ceux qui disent que c'est moins valorisé parce qu'il y a eu un bridge, je ne pense pas qu'ils comprennent bien la logique des entrepreneurs. Donc moi, je dirais qu'un bon investisseur, c'est quelqu'un qui se dit un bridge ou pas de bridge, du moment que la boîte elle est arrivée à un moment donné à m'envoyer son deck pour une autre levée de fonds ou pour un contrat ou une revente, ça fait partie de la vie de l'entreprise, quoi. En fait, ça fait complètement écho. En fait, les entrepreneurs, parfois, ils ont un peu peur de faire un bridge parce qu'ils ont l'impression que c'est un petit peu un aveu d'échec. J'ai pas réussi à tenir ma trésor. J'ai pas réussi à anticiper ceci. Ou alors, justement, j'ai montré que j'ai été trop optimiste, soit sur mes ventes, soit sur mes capacités à lever de suite. Et donc, parfois, ça les inquiète un petit peu de faire ça. Mais bon, de toute façon, comme avait dit un fondateur, il m'avait dit ça me fait peur et en même temps, si je veux que ma boîte elle continue, pas le choix. Donc on y va. Et très souvent, moi, ce que je vois en pratique, c'est que les fondateurs, ils ne communiquent pas sur leur bridge. Les bridges restent confidentiels la plupart du temps. Ils communiquent seulement sur le prochain tour, donc sur la grande série A qu'ils ont réussi à lever.
Ça, c'est aussi un autre aspect qui est vraiment qui est important. Ouais, c'est important à préciser. Et aussi de préciser que généralement, ils font un prix TTC de tout ce qu'ils ont levé avant. c'est vrai. Voilà, nous, on appelle ça un bullshit gap qu'il y a dans l'écosystème. Faut diminuer un peu tous les chiffres. Voilà, j'ai levé 5 millions, ça veut dire qu'il y a eu un peu de BPI, un bridge, le seed, le pré-seed, un peu tout ça. On fait un beau communiqué de presse. Mais vraiment. C'est pas 5 millions d'un coup. Voilà, c'est pas 5 millions d'un coup, généralement. Et puis, ça fait partie du jeu aussi, mais faut le savoir. Faut juste que vous le sachiez, quoi. Bon, ça fait du bien aussi de voir que derrière ces gros chiffres qu'on peut voir, la réalité, c'est justement, il y a des bridges. Ok, intéressant. Je peux vous dire qu'il n'y a pas une entreprise de la tech, et je pense aussi, Valentine, qui n'a pas connu des grosses emmerdes de trésor entre associés, avec ses investisseurs, etc. Donc, il ne faut pas dire que l'herbe est plus verte chez Miracle ou autres licornes qui sont des rôles modèles, et même d'autres entreprises. Tout le monde connaît des écueils de trésorerie et de finance, et ça fait bien de le savoir aussi et d'avoir conscience pour baisser son niveau de comparaison encore de ce qui se passe sur LinkedIn et des chiffres qu'on annonce. Il faut d'abord se dire combien j'ai besoin d'argent moi pour faire mon entreprise correctement. Et un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve des solutions de trésorerie quand il y en a. Et la santé financière, elle ne se fait pas à mesure des bridges ou pas qu'on a fait d'une entreprise. Donc voilà. En fait, c'est fou, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça qui est dû aussi au fait que, en fait, on fait tellement de... Enfin, nous aussi, les incubateurs et les accélérateurs, on fait tellement en fait, d'accompagnement à la levée de fonds. On dit toujours, voilà, c'est le concours de beauté, quoi. C'est pas est-ce que vous êtes bon, c'est est-ce que vous êtes le meilleur, parce que les investissements... Enfin, ça, c'était surtout à une époque où il y avait moins d'investissements que maintenant. Et du coup, voilà, c'est un peu voilà, le concours de beauté, il faut se montrer vraiment sous son meilleur jour. Et du coup, parfois, ça vient à l'encontre de... en fait, moi, je suis plutôt intéressée par rencontrer un entrepreneur qui, justement, va me montrer ses faiblesses et là où est-ce qu'il peut être accompagné. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres des questions? On peut couper le live. Hein. Oui, ça marche. Ça marche.